voilà, on est très heureux de vous recevoir à Radio Parano. Voici la première avec mon cher invité, Monsieur le Vampire. Comment on l'a... Nosferatu, le Vampire. Oh, merci beaucoup, mon cher ami, de t'introduire avec nous dans Radio Parano. J'ai été très chanceux d'avoir, par l'effet de la chance ou de la providence, cet ami vampire que je connaissais depuis une dizaine d'années et qui me tournoyait autour en me disant est-ce qu'un jour je pourrais faire un projet avec vous, Dr MK Ultra. Alors à l'époque, je le considérais comme un petit étudiant, un peu naïf. Il était très très naïf, innocent et pur. Je lui avais dit, écoute, les sujets qu'on développe à Radio Parano, ce n'est pas pour les adolescents. Il m'a fait des crises, il m'a écrit des insultes sur le forum. Il a même été en me traitant de toutes sortes de noms. Et un jour, lorsque le bateau a commencé à couler avec Jérôme Mec, pour des raisons d'ordre technique et professionnel, Jérôme Mec a décidé de quitter le grand navire de Radio Parano pour faire sa propre aventure. Alors, merci Jérôme Mec pour les 3-4 ans qu'on a vécu ensemble. Je l'ai vraiment apprécié, Jérôme Mec. Je ne peux pas dire le contraire. On était à l'affût au Québec de la meilleure émission alternative. Et je pense que Jérôme pourrait témoigner de ça, comment on a été très heureux. Parce que lorsqu'on a commencé Radio Parano, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour la radio alternative. Je ne parle pas des radios poubelles. Je parle des radios qui développent certains sujets intéressés pour des gens qui veulent aborder des questions un peu ténébreuses, lumineuses. Mais ce n'est pas une radio de conspiration, ce n'est pas une radio de bashing qu'on appelle, on n'attaque pas personne. On arrive avec des questionnements intérieurs. Pourquoi? Parce que les auditeurs et les auditrices nous ont fait part dans la région de Montréal que la radio à Montréal était d'une saveur sans couleur, sans odeur, que la radio habituelle au Québec est drafe, est plate, est ennuyante. Alors, nous autres, à Radio Parano, à l'époque, on s'était dit, bon, pourquoi pas faire une radio alternative à Montréal? Et on a gagné notre pari parce qu'on a eu pendant 3 ans, à partir de 2012, le temps passe vite, on a eu vraiment une bonne auditoire, des gens intéressés. On a eu des bonnes critiques aussi. Par certains médias, Jérôme Mec m'avait fait part à l'époque que les médias nous observaient. Il y avait des animateurs ou des journalistes qui venaient fouiller dans nos sujets, venaient voir ce qu'on était capable de faire. Et oui, ça a marché. Il y a même à la radio X de Québec un volet conspirationniste. C'est quand même étrange. Et il y a certains journalistes dans le journal de Montréal qui ont repris certaines thèses qu'on faisait à l'époque de Radio Parano. Les grands penseurs du Québec, à la Richard Martineau, à la Christian Robert Page et les autres, les grands sceptiques que j'appelle, eux, qui ont le droit de citer évidemment, avaient repris, on avait fait une espèce de sondage, on avait fait une recherche, avaient repris certaines thèses que Radio Parano, mais ils se sont camouflés derrière un peu pour ne pas montrer qu'ils nous surveillaient en cachette, ils prenaient nos idées. Mais en guise d'ouverture, je tiens à remercier beaucoup Jérôme Mec, que j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Jérôme Mec, on a travaillé avec les moyens du bord, puis les gens ont bien aimé, ont bien adoré les débuts de Radio Parano. Ça a été au début un peu ce qu'on appelle broche à foin, évidemment, avec l'équipement qu'on avait. Mais vers la fin, on est devenu dans les billboards, ce que j'appelle, on est devenu sur le forum d'ésotérisme expérimental, la radio alternative, que d'autres personnes ont récupéré aussi, mais ça c'est correct. Alors, je te salue Jérôme Mec, et peut-être un jour, comme j'ai dit à mon cher ami le Vampire qui est à côté de moi, il y aura un projet, on travaille là-dessus, puis on est dans la bonne direction. Il y aura peut-être un projet de
TV Parano, Radio Alternative. Et il y a des gens qui nous ont contactés, qui nous ont fait part, qui est intéressés de se rejoindre à l'équipe. Alors, on étudie les CV, les curriculums. On cherche une personne qui aurait un immense studio, qui pourrait faire aussi des vidéos. Il y a des gens qui est intéressés, mais évidemment, ça demande de l'implication. Étant donné qu'on n'est pas subventionné par le ministère des Communications, alors les gens vont rentrer dans le bénévolat, mais des gens qui sont intéressés à faire une radio alternative, ce qui manque au Québec. Surtout dans la grande région de Montréal, il y a vraiment un manque criant de gens qui sont capables de dire des opinions un peu underground alternatives. Alors, on regarde dans cette direction-là. Et oui, l'avenir va se passer sur Internet, on le sait, les gens nous le disent. Et dans ce grand royaume de Montréal qui de plus en plus devient endormant, somnifèrement, la radio ordinaire qu'on appelle conventionnelle est plate, est ennuyante. J'ai beau faire un effort d'écouter les lignes ouvertes la nuit, je m'endors. Le jour, je n'écoute pas aucune émission de radio. J'essaie de faire un effort sur tous les plans. Ça ne lève pas. La télévision, je ne la regarde plus de toute façon, mais je fais un effort comme tout le monde. Je regarde les nouvelles troublantes qui viennent nous envahir à tous les jours, des bruits de guerre, des problèmes économiques, du terrorisme. Tout ce qui est angoissant, on le voit à la télévision et malheureusement, on essaie de trouver un alternatif. On essaie de trouver quelque chose de nouveau. Et on a un peu magasiné. Je vois un peu ce qui se fait aux États-Unis et un peu en Europe. Alors, ce qui se fait aux États-Unis et en Europe est extraordinaire. Ça demande du temps, ça demande de la patience, mais on fouille, on surveille. On essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait adapter à la saveur québécoise. J'espère que les Québécois vont nous suivre, évidemment. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment une place pour une radio alternative? Oui, je le crois. Et on invite les gens qui voudraient se lancer dans cette aventure, dans ce grand Titanic, tout en espérant qu'on ne frappe pas un iceberg un jour, mais on les invite à fabriquer leur propre radio, leurs médias alternatifs, parce que nous autres, on ne vise pas la compétition, on vise surtout, on vise les gens qui ont une créativité mentale, psychique, des gens qui ont le goût de parler, de discuter, de délirer à la limite, de créer le propre média. Et peut-être un jour, on va faire une conférence ou un salon rencontre des radios alternatives, des médias underground. Et ça serait intéressant. Et je le souhaite de tout cœur parce que on ne veut pas prendre le monopole, on ne veut pas chercher à être des vedettes, on veut tout simplement en arriver avec un nouveau concept et on encourage les gens qui ont des idées, les gens qui ont le goût de s'aventurer comme je vous dis, dans ce Titanic, parce que ça demande de la patience, ça demande de courage. Et mon cher ami le vampire à côté de moi, mon collaborateur, a trouvé ça un peu pénible au début de la création parce qu'il ne s'attendait pas au niveau de la technique, de l'infrastructure. Ça demande et il commence à trouver ça intéressant, il commence à trouver ça goût parce que je lui ai montré la liste et le menu des prochaines émissions à Radio Parano et il commence à se lécher vraiment les babines. Lui qui aime les sujets ténébreux et darkness, il commence à trouver ça intéressant. Alors, il a voulu embarquer avec une joie et un bonheur. Et aujourd'hui, c'est mon technicien, c'est mon créateur, c'est celui qui s'occupe de la promo, évidemment. Alors, moi, je suis un peu le concepteur des idées dans mon vaste royaume et cerveau que j'ai. Alors, lui a décidé de faire le technicien. Il est très silencieux, mais je lui ai fait une promesse, peut-être un jour, de participer. Alors, as-tu un petit commentaire pour nos auditeurs et nos auditrices de Radio Parano? Tout simplement, tu es bouche bée, tu ne veux pas parler. Allez, vas-y, mon petit cher vampiris. Bonjour.
Ah, je vois que la médication n'a pas fait effet ces temps-ci. Ah, le Québec sous médication. Le Québec sur médication. Radio Parano va être une alternative à nos zombies qui véhiculent un peu partout, qui sont insomniaques, qui n'arrivent pas à réintégrer la civilisation moderne. Ça va les calmer, ça va les adoucir, ça va même les aider à réfléchir, mais on encourage vraiment les gens qui veulent rentrer dans l'underground. Alors, c'est en guise d'introduction à Radio Parano. J'espère que je n'ai pas été assez long. Non, c'est correct. Mon régisseur me fait part que tout va bien. Et je remercie tous les gens du forum. Je remercie l'équipe de Richard Glenn, car j'ai fait 2 capsules l'année passée. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai été même faire une rencontre jardin au Mont-Saint-Hilaire. J'ai adoré. J'ai adoré l'expérience. J'étais un peu réservé et timide quelquefois, mais bon, parler en radio, c'est une chose, mais parler devant un public, c'est assez étrange comme feeling. Je n'étais vraiment pas habitué, mais on m'avait invité. Les gens ont apprécié. J'étais bien content. Et bon, le projet a parti cet hiver. Euh, mon technicien, le vampire, me dit, écoute, on fait un projet ensemble. J'ai dit oui, on va faire un projet. Puis, grâce à la providence et aux dieux et aux extraterrestres, aux contactés que nous sommes tous, euh, le projet accouche avec des sujets. Et vous allez retrouver à tous les semaines nos sujets qu'on va développer. Et on invite les gens à nous écrire, à nous envoyer des commentaires, des suggestions, à la limite des insultes. Et on ne s'attend pas non plus de recevoir des invitations à prendre un café, peut-être. Mais on ne refuse pas personne à Radio Parano. Si vous avez des commentaires, on va vous laisser le email. Si vous avez des suggestions, si vous avez le goût de nous démolir sur la place publique en nous traitant de délirium, mégalomane, car ça a déjà commencé, il y a des gens sur le forum qui commencent déjà à nous taper sur la tête, vous êtes la bienvenue. On n'est pas offusqué, au contraire, on adore ça. Alors, soyez pas gênés, soyez bien à l'aise. Ne vous limitez pas dans vos réflexions. Allez-y. Et on salue tout le monde et on commence tranquillement sur un sujet qui va sûrement vous épater, vous même à la limite peut-être vous endormir, mais bon, ça se peut. Il y a des gens qui ont besoin de sommeil et ou même vous éveiller à un certain égard sur un certain champ de conscience. Pourquoi? Parce que au mois de décembre 2016, une certaine Julie du groupe Garpan, ceux qui ont préparé la conférence du 15 avril à Longueuil, dont M. Glenn a fait dernièrement, m'avait appelé pour participer à la journée, pour avoir un certain minimum de public devant moi. J'avais pas répondu au mois de décembre parce que, imaginez-vous que j'étais parti à l'extérieur et en même temps, bon, pour des raisons techniques, j'ai pas pu la rappeler, mais j'avais gardé son numéro. Puis, je l'ai rappelé au mois de janvier pour lui souhaiter joyeux Noël et elle m'avait dit, Monsieur le docteur MK Ultra, on vous avait choisi pour faire une première partie à la conférence de M. Glenn à Longueuil. Je dis, voyons donc. Alors, bon, j'ai dit, écoutez, j'ai pas pu vous répondre, mais c'est pas grave. Et elle m'avait nommé les invités qui étaient pour être là. Alors, j'avais dit, bon, aucun problème. OK, peut-être une autre fois. Je vais lancer l'invitation à l'équipe d'Ésotéris. Ça va être pour une prochaine fois. Peut-être que M. Glenn va avoir l'idée un jour de faire une conférence avec les radios alternatives et les sujets assez trépidants de ces radios-là. Alors, j'avais dit à Julie, pas de problème, j'ai accepté parce qu'on se connaissait un peu. Alors, elle m'avait dit, on va se rappeler, parfait. Puis ça a été bien correct, bien aimable de sa part de penser à moi parce que je me suis dit, bon, elle voulait vraiment que je développe avec les sujets
dont au niveau de la question mariale, parce qu'elle m'avait dit, vous êtes un des bons qu'elle avait rencontrés. On avait discuté longtemps ensemble par téléphone. Elle dit, vous êtes un des bons qui est capable de verbaliser ce sujet qui est assez intéressant. Alors, j'avais dit, ben, je te remercie beaucoup. Et bon, j'ai dit, on va se reprendre. Et en guise de remerciement, alors je me suis dit, après avoir fait une réunion d'équipe, comme on fait tous les lundis, j'ai demandé à mon vampire de studio qu'est-ce qu'il en pensait. Lui, il m'a dit, bon, euh, évidemment, il vit toujours dans sa garde-robe avec sa grande toile noire. Alors, j'ai demandé, il dit, pourquoi pas, on ne fait pas un spécial apparition mariale, Fatima, avec les soubresauts du troisième secret d'hier à aujourd'hui. Alors, parfait. Il m'a encouragé. Et c'est ce qu'on va faire ce soir avec 2 émissions intégrales. On va développer sur l'apparition de Fatima au Portugal en 1917. On va faire un mini survol parce que je pense que les gens connaissent un peu le dossier à Fatima. Et le deuxième dossier qui va être un peu assez spécial, ça va être ce qui se passe actuellement en Russie, au Vatican, des choses qui n'ont pas été révélées, des choses qui ont été cachées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? Le 18 avril. Il s'est passé, depuis la dernière émission à Radio Parano, il s'est passé des événements, des attentats partout sur la planète, en France, en Russie, en janvier au Québec, dans une mosquée. Euh, L'élection de notre cher Donald Trump aux États-Unis qui a fait tourner, que tous les journalistes croyaient qu'il était pour être battu par Mme Clinton. L'élection de... Et on nous présentait comme Donald Trump comme le sauveur de l'humanité du Québec, alors des États-Unis. Et on a vu, tout à coup, on commence à se rendre compte de l'effet contraire. Monsieur va aller en guerre contre la Corée du Nord à l'heure qu'on se parle. Il veut faire il a fait une intervention sur la série dernièrement. Et là, il prépare déjà à l'horizon un conflit, une intervention, un chaos. J'espère que non. J'espère que nos dirigeants des services de renseignement américains, la CIA et les autres, ne nous préparent pas parce que dans les secrets de Fatima, le problème avec tout ça, c'est que c'est la guerre finale. C'est la troisième guerre mondiale et ça ne se passe pas dans 2-3 pays. Ça se passe à travers la planète avec plusieurs pays. Il y a des gens qui me disent, Monsieur MK Ultra, vous exagérez toujours dans votre délire paranoïaque. Ça va être comme la guerre en Irak, la guerre en Syrie. Ça fait quasiment 10-15 ans que ça dure, ces guerres-là. Et là, est-ce que ça va être une guerre qui va même se diriger vers l'Europe? On surveille toujours les dossiers en Europe, dont la France. Je me croise les doigts avec Mme Le Pen. J'espère que Mme Le Pen est une très bonne politicienne qui va redonner à la France une vigueur, mais je doute, avec tout ce qui s'est passé comme événement en France depuis l'été, les attentats, et en plus un nouveau joueur sur la scène mondiale en Turquie. Cet homme qui commence à prendre du galon, le président turc. Je regarde comme tout le monde les nouvelles. Les gens qui nous contactent nous disent Dr MK, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un devin. Je ne suis pas celui qui va vous dire la vérité. Je vous dis tout simplement, surveillez, faites votre propre analyse et préparez-vous. Pourquoi? Parce que des gens, des sceptiques nous disaient le Québec, on est en sécurité. On l'a vu vers la fin du mois de janvier à Québec, lorsqu'un triste individu a fait feu dans une mosquée. J'étais moi-même peut-être une semaine traumatisé par l'événement parce que je me disais non, c'est pas rentré chez nous. Et oui, c'est rentré chez nous. Alors, comme tous les bons paranoïaques du Québec, je regardais les événements, je les analysais. Et je ne voulais pas revenir
à Radio Parano, je me disais, bon, les gens n'aiment pas ce genre d'observation, ce genre d'analyse, mais grâce à mon cher vampire qui m'a poussé un peu au derrière, je me suis dit non, on va recommencer. Et il faut le dire, il m'harcelait jour et nuit au téléphone, il me laissait des messages éhontés sur mon répondeur. Et j'avais beau m'en débarrasser, mais même la nuit, il venait me hanter dans mes rêves. Il faisait faire des cauchemars. Alors j'ai dit, bon, je vais au front et je prépare le retour de Radio Parano, tout en ayant perdu un bon collaborateur dans Jérôme Eck, qui est Jérôme que j'ai beaucoup affectionné. Jérôme, c'est un gars courageux, c'est un gars que j'ai bien aimé parce que Jérôme c'était un bon co-animateur, c'était quelqu'un, mais pour des raisons techniques, professionnelles et autres, Jérôme a décidé de quitter le navire. Et non, on n'est pas en mauvaise relation. C'est que tout simplement, il a décidé de passer à d'autres choses. Puis, je crois et que je vois dans ma boule de cristal que peut-être un jour, Jérôme va revenir. Je le sens. Parce que je pense que les doigts commencent à le picoter un peu. Il commence à se dire, ah, le docteur MK Ultra avait raison à l'époque. La radio Parano Québec va prendre l'ampleur. Oui, la radio Parano va prendre l'ampleur. On va en arriver à devenir le média alternatif, tout comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'occasion, je dis bien l'occasion pour certaines personnes de partir la radio alternative ou leur vidéo. C'est la force des Québécois ici au Québec, c'est qu'on est des créateurs. On est des pauvres créateurs. Pourquoi? Parce qu'on vit avec les moyens du bord. Mais le Québécois est un créateur qui peut compétitionner les radios alternatives qu'on voit, les Coast to Coast aux États-Unis, les émissions de Stan Deyo, les émissions que je vois en Europe, en France, dont un dénommé Alain Soral, qui fait, malgré la polémique, qui fait un excellent travail. On a fait le tour des radios pirates un peu partout en Californie, à Los Angeles. Il y a plein de radios alternatives que vous pouvez regarder sur Alternative. Il y a des anciens membres de groupes heavy metal qui ont parti le propre radio. Il y a des anciennes stars de films porno. Puis c'est la force des Américains dans ce contexte-là, c'est toujours de voir que même si c'est de la radio trash que j'appelle, un peu bizarre, étrange, underground, alternative, c'est intéressant. J'ai écouté une émission alternative avec des gars qui ont été dans le milieu du crime organisé, la mafia, des gars qui ont fait de la prison. Avec ce qui sont les individus, c'est toujours intéressant. J'écoutais un moment donné avec une ancienne porn star que je nommerai pas. Elle a fait sa propre radio. Et c'est pas un poste de radio pornographique ou érotique. C'est vraiment parler du métier. Elle reçoit des invités. J'ai écouté des anciens musiciens de rockstar, des gens connus qui font de la bonne musique, qui eux maintenant font de la radio alternative. Et c'est vraiment intéressant, on apprend les déçus de l'industrie, on apprend les fausses rumeurs qu'on a propagées sur ces groupes-là dans les années 70, des adorateurs de Satan, des gens qui consommaient de la drogue, des vérités, des faussetés en même temps, parce que les gens les appellent, les gens disent, écoutez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Puis ces gens, les rockstars qui font leur radio alternative, eux, euh, répondent franchement et honnêtement. Pourquoi? Parce que le public est respectueux, le public est mature. C'est ce qu'on vise à Radio Parano. On veut un public mature. On veut des gens qui sont prêts à écouter. On assume de recevoir les pierres non plus. Là. Ça, c'est pas notre problème. Mais bon, on est capable de faire face à la musique. Et les sujets controversés qu'on va développer, ben, on espère que les gens vont apprécier. Mais bon, je vais fermer ma gueule en guise d'introduction. Pourquoi? Parce que j'ai présenté où c'est qu'on était rendu avec Radio Parano. Et mon vampire qui me regarde avec ses gros yeux, il commence à avoir des yeux rouges tout à coup. Commence à serait-il atteint? Oh là 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 là, il commence à se métamorphoser. Oh!
A-t-il une multitude de démons en dedans de lui ou tout simplement, il est peut-être sous l'effet d'une médication? Parce que dernièrement, son médecin il a prescrit un médicament pour contrer le délire de conspiration au Québec. C'est la grosse mode. Les radios alternatives sont considérées quelques-unes comme conspirationnistes, ce que Radio Parano n'est pas. On est une radio lucide, on est une radio d'épouvante, on développe des sujets qui vont vous faire frissonner, mais en même temps, on va être une radio intéressante. Alors, on avise aussi les gens qui nous écoutent, des gens qui ont des problèmes d'ordre cardiaque ou des problèmes dans la santé mentale, c'est la grosse mode au Québec, et tout le monde souffre de santé mentale, de faire attention, de prendre un bon bain chaud avant d'écouter l'émission, de s'étendre, de ne pas consommer évidemment des drogues, de prendre leur médication, d'éviter des excès. Vous me faites un signe, mon cher ami Vampiros, de ne pas fumer ou de fumer, peu importe. Bon, avec la légalisation de la drogue qui s'en vient sur le Québec, ça risque d'accélérer leur champ de conscience. Alors faites attention parce que lorsqu'on va légaliser en 2018, je pense qu'il y en a une bonne gang qui vont flyer sur Radio Parano parce que j'ai fait signer un contrat à mon cher ami le Vampire. Il m'avait demandé un contrat de 2 mois. Alors, j'avais dit, bon, 2 mois, deux mois d'émission, on fait 400 émissions en 2 mois. Ah, il était très excité, mais j'ai fait signer un contrat de... Je vois vraiment, je propulse vraiment vers l'avenir. Peut-être un contrat de 5 ans à 6 000 émissions. Ah, là, il était très excité. Là, il me disait, prolonge mon contrat, je veux. Alors, je lui ai fait plaisir. Là, il est vraiment content, je le vois, il se bandine. Ah, c'est intéressant. Mais, évidemment, euh, on est sur la place publique, sur la radiophonie Internet, et on espère de continuer pour l'instant, mais je pense que j'ai assez parlé. L'introduction, je pense que oui, OK, le régisseur me fait part parce qu'on a un immense studio dans un salon obscur, les fenêtres fermées. Il n'y a pas de lumière. Non, il n'y a vraiment pas de lumière. Le décor est ténébreux. On dirait dans un donjon. Une espèce de donjon. Euh, Puis notre vampire est allergique à la lumière. Il est très allergique. Regarde dehors. Et même, je vous dirais même, c'est un ancien auditeur de Radio Parano. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a confié. Il a développé des symptômes de paranoïaque aigu. Il s'est mis à fermer les fenêtres. Il commençait à voir des drones dans le ciel de Montréal qui l'espionnaient. Deuxième chose. Troisième chose, il filtrait ses appels sur son répondeur. Des fois, des gens l'appelaient, les raccrochaient. Des gens, des fois, lui envoyaient des textos sur son téléphone cellulaire ou son Internet. Il a commencé à devenir vraiment paranoïaque. Alors, il m'a accusé, je dis bien accusé, d'avoir créé en lui une paranoïa. Je lui ai dit, s'il te plaît, n'exagère pas, mon cher vampire. Mais oui, il m'a dit, j'ai dit, tu développes les symptômes contraires à Radio Parano, qui est une radio sérieuse, pragmatique, il faut employer le terme, centrée, et évidemment, lorsque je l'ai psychanalysé, je l'ai étudié, j'ai fait sa pathologie mentale, j'ai découvert que c'était un fidèle auditeur de Radio Parano, il avait tous les symptômes. Il écoutait ça la nuit, au travail, le jour avant de se coucher, parce que c'est un vampire qui vit de nuit, évidemment. Il écoutait ça dans son bain, il écoutait ça dans sa chambre. Il en devenait obsessif et compulsif. Alors, je l'avais invité à l'époque, il nous envoyait sur le courriel à moi puis Jérôme Mec des commentaires acerbes en nous disant que ça avait développé chez lui une pathologie, une obsession. Alors, on l'avait invité à continuer. Et c'est ce qu'il a fait. Et bon, alors, l'introduction est terminée. Nous passons aux choses sérieuses, qui va être la première capsule. Ah, j'ai parlé 23-24 minutes. 30 minutes, c'est bon. Parfait.
Le troisième secret de Fatima de hier et à aujourd'hui, c'était, comme je vous dis, à la conférence de Glenn, mais je vous ai fait l'introduction lentement et doucement. Prenez votre temps de vous étendre. On va parler d'un sujet d'actualité. On est en 2017 et ça fait déjà 100 ans que les apparitions de Fatima ont eu lieu. Alors, 2017, c'est déjà 100 ans depuis le 1er janvier. Alors, dans certains milieux religieux, style eschatologique, ésotérique, occulte, gnostique, tout ce qui est un peu underground alternatif qui ne passe pas dans les médias officiels et officieux, il y a des gens qui m'avaient envoyé un courriel en me disant est-ce que les 100 ans de Fatima sont un présage à des révélations? Même mon cher ami le vampire m'avait dit est-ce que on va vivre 2017 une année de soubresaut au niveau international? Est-ce qu'on va avoir des apparitions? Est-ce qu'on va avoir des révélations? Alors, il y avait une certaine inquiétude. Alors, j'ai dit on va démystifier le tout. On va regarder le dossier et on va faire des liens avec des événements qui ont eu lieu en 1950 lors de la crise de Cuba, lors de l'assassinat de Kennedy, les raisons occultes de l'assassinat de Kennedy. Et on va faire un lien avec le 11 septembre, mais les raisons pourquoi, en introduction, ce que vous pouvez voir sur nos documents visuels avec des textes et des vidéos, pourquoi une rencontre à Cuba avec le pape François Ier, avec M. Poutine, le président de la Russie, ainsi que le chef, le pape des orthodoxes de l'Église russe orthodoxe. Pourquoi une rencontre dans un endroit comme Cuba? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Selon mes sources, que je suis bien branché au niveau télépathique, selon mes sources, il y a eu des documents officiels qui ont circulé. Il y a eu le troisième secret que tout le monde croit. Vous avez juste à regarder sur Internet. Toute la panoplie des hypothèses est là. On a juste à regarder, bon, c'était quoi le troisième secret? Une troisième guerre nucléaire, l'invasion des barbares, une attaque biochimique, une attaque bactériologique, la moitié des océans qui disparaît, le pape qui se fait assassiner, l'antéchrist qui arrive à Rome. Toute la panoplie paranoïaque, un peu étrange, était là. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a beaucoup de choses qui ne se sont jamais produites. Mais si on recule en 2005, il y a eu le décès de Sœur Lucie de Fatima qui est décédée. Il y a eu quelque temps ou avant, je crois, le décès de Jean-Paul II aussi. Ça faisait partie du troisième secret de Fatima. Il y a eu aussi le fameux tremblement de terre au Japon, pour les gens qui se souviennent avec la centrale nucléaire. Alors, on se souvient de ces événements-là à l'époque. Et il y a eu la démission du pape Ratzinger, le fameux pape allemand, qui, lorsqu'il a pris le pouvoir à Rome, a été élu comme pape. Il a été au Vatican des Carmélites au Portugal, où demeurait Sœur Lucie, pour aller chercher les documents concernant le troisième secret, pour sortir de cette espèce de voûte dans le Carmélite, d'emmener ça au Vatican, pour pas que ça tombe dans les mains de certains paranoïaques, certaines personnes qui auraient des mauvaises intentions ou des gens dans une certaine excitation spirituelle qui disent ah, on est rentré dans la fin du monde, comme on emploie souvent le terme au Québec. Ah, la fin du monde. Il n'y a personne qui est capable de développer sur la fin du monde. Le seul qui l'a fait, c'est le gouvernement Poutine. Et moi, un jour, on fera une émission. Mais il faut demander aux journalistes québécoiseux au Québec, pouvez-vous nous parler de la fin des temps? Ils ne sont pas capables de répondre parce qu'ils ne comprennent pas la question puis ils ne savent pas c'est quoi la fin des temps. Mais à Radio Parano, on va vous développer qu'est-ce que c'est la fin des temps. Pas la fin du monde, la fin des temps. Alors faites un test avec des gens, comme vous voyez dans les médias. Pouvez-vous parler de la fin des temps? Ils ne sont pas capables de vous répondre.
Premièrement, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne comprennent pas. Et c'est pas de leur faute, on ne les a pas expliqués, mais nous, on va le faire à Radio Parano. La fin du monde, on vous en reparlera dans peut-être 3-4 ans. Mais la fin des temps, c'est ce qu'on vit actuellement. Les gens commencent à s'en rendre compte. Le temps s'accélère, on le voit. Tout le monde a pris un coup de vieux. Même mon cher ami le vampire a pris un coup de vieux. Il a perdu le reste des cheveux qui lui restaient sur le coco. Il est devenu obèse depuis un certain temps, très obèse même. Il s'est laissé aller. Alors, évidemment, et j'ai connu d'autres vampires de ce type autour de moi, des vampires psychiques, même quelques névrosés de la radio qui ont vieilli très rapidement, que j'ai revu au cours de l'été, des gens qui m'ont dit, j'ai pris un coup de vieux, Dr MK Ultra, je suis plus comme avant, je suis plus sensible, je me défais de certains gens avec moi qui me font perdre mon temps. J'aime les propos de Radio Parano. Il y a des gens qui ont évolué avec nous, qui ont avancé dans une certaine direction. Et ces gens-là ont évolué au niveau de la transcendance, de la conception du monde. Et j'ai observé leur évolution, je les ai un peu coachés, puis ces gens-là me disent, Docteur MK Ultra, sommes-nous rendus dans la fin des temps? J'osais pas répondre. Je voulais devenir comme un sceptique du Québec qui a une émission de radio à Montréal au 98.5 que je nommerai pas, qui n'est pas capable de faire la différence entre la fin du monde et la fin des temps, puis qui ne comprend pas ça, puis qui est un peu cynique, qui ridiculise. Mais gare à toi, mon petit, les événements que tu vas vivre vont te rappeler à l'ordre. Alors, oui, on est dans la fin des temps. Ce n'est pas une vision eschatologique, parce que Radio Parano n'est pas une émission religieuse, c'est une émission à caractère qui va développer beaucoup de sujets, dont les contacts avec l'astral, les sociétés, les confréries qui sont établies au Québec. Les mind control. Vampire, qui est un obsédé des mind control, m'avait dit vas-tu faire une émission sur la manipulation mentale chez les adolescents, les émissions que les gens écoutaient à certains postes de radio à l'époque, de télévision, Radio-Canada, Télé-Québec, TVA. Alors, j'ai fait signer un contrat parce que ça va être une 40aine d'émissions sur les mind control au Québec, avec des vidéos exclusives, avec des commentaires de ma part, le spécialiste. Alors, il était très heureux de rester avec moi à l'émission. Il a signé le contrat, alors tu as été pris avec 50, 60 émissions. Même on va écœurer le monde qui vont nous écouter parce que ça finira pas. Et aussi, on va parler aussi comment fabriquer un tueur en série. Les techniques de fabriquer. On se rend compte au Québec, un peu partout aux États-Unis, à travers le monde. On est entouré d'une bande de sociopathes, de psychopathes qui peuvent nous tirer dans la rue. Je viens d'apprendre aujourd'hui, tristement, l'assassinat, le suicide de ce fameux individu qui a tué sur Facebook un pauvre monsieur de 60 quelques années aux États-Unis et qui s'est suicidé. C'est quand même triste et pathétique de voir ça. J'ai été aussi touché par l'expérience à Québec, à la mosquée au mois de janvier, de voir un petit jeune garçon tout à coup qui se met à tirer des pauvres victimes. Ça aurait pu arriver dans un centre d'achat, dans une église, dans un métro, ça aurait pu arriver n'importe où cet événement-là. Et j'ai été vraiment sur le chat, puis je salue les gens qui ont été touchés par ça parce que je leur donne ma sympathie. Des gens qui disaient ben ça se passe dans une. Ah oui, ça se passe dans une mosquée, ça peut se passer à côté de chez vous. Ça peut se passer au centre d'achat. Ça peut se passer au Centre Bell pendant un spectacle, ça peut se passer dans un endroit public. Alors ça, on va développer là-dessus, on va mettre nos gants blancs parce que ça risque de provoquer un débat. Les tueurs en série, les MK Ultra qu'on appelle, les mind control en anglais. On va développer aussi avec, en 2018, pardon, sur la légalisation de la drogue, est-ce qu'il y a des aspects occultes dans cette légalisation-là? Est-ce que ça va être de la bonne drogue? Est-ce qu'on va toucher à des choses? Mais
ce soir, je ne veux pas déroger de notre émission. On commence sur Fatima. Un événement qui s'est passé en 1917. La Vierge a apparu à 3 jeunes petits-enfants dans un petit village éloigné à Fatima. C'était des enfants qui n'avaient pas d'éducation, les parents étaient pauvres. Pour ceux qui ont voyagé un peu en Europe, le Portugal est un très beau pays en passant, c'est comme l'Espagne, mais c'est un pays pauvre. Les gens, bon, c'est un pays de... Les gens vivent de la pêche, les gens vivent... Je viens d'un milieu où que je côtoyais la communauté portugaise à l'époque, et j'ai déjà eu une copine portugaise qui vraiment faisait un éloge de Fatima. Dans la communauté portugaise, Fatima, c'est vraiment leur pèlerinage annuel, c'est vraiment la Mecque, c'est vraiment l'endroit où ils vont se recueillir. C'est comme au Québec, l'oratoire Saint-Joseph, à Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré. La communauté portugaise a vraiment ça dans le sang à Fatima parce que c'est un événement majeur, Fatima. Il y a eu à Garabandal en Espagne, il y a eu à Kibéo, il y a eu en 1987, et je peux me le dire, je n'osais pas trop le dire, mais on m'a encouragé à en parler. J'étais en 1987 à Medjugorje avec mes parents. Je vais faire une émission un jour là-dessus. Les expériences mariales, pour ceux qui ont vécu ça, les gens qui ont visité les sites, les endroits touristiques mariales, c'est une expérience assez métaphysiquement avancée. Quoi qu'en disent les sceptiques, les psychologues, les gens qui analysent ça d'une façon froide, je vous lance le défi d'aller, même au Québec, dans des endroits, ce que j'appelle mystiques. Vous allez sûrement vivre des expériences. Il y a l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, il y a Sainte-Anne-de-Beaupré, il y a l'endroit où le frère André est né, à Saint-Césaire, l'église, bon, la fameuse croix. J'ai fait un peu le tour, même au lac Saint-Jean, il y a des endroits. Pour des gens qui veulent explorer et évoluer sur les endroits mariales, même les églises au Québec, c'est des endroits qui ont une connexion divine, mystique. C'est à chacun de faire sa propre expérience. Je n'élaborerai pas là-dessus, mais en bon explorateur de Radio Parano, faites vos propres recherches, puis un jour, peut-être qu'on va partager ça avec les auditeurs, les auditrices. Mais on revient à Fatima. Fatima, la Vierge a apparu 6 fois à des enfants pour leur annoncer des messages. Elle a apparu à Jacinthe et au petit François, et elle a apparu à une des dernières voyantes qui était Lucie de Fatima, la plus vieille. Alors, elle a reçu les messages, puis elle avait dit, écoutez, c'est pour le futur. Alors, il y a eu beaucoup de documents, audio, vidéo sur Internet. Il y a eu des livres pendant des années qui ont sorti. Alors, on donnait à ces messages-là un côté apocalyptique, apeurant et effrayant, oui, mais en même temps, on a oublié l'aspect définitif du message, c'est que il y a 6 apparitions, mais il en reste une 7e. Et c'est quoi la 7e apparition? Est-ce que c'est ce qu'on va vivre cette année au 100 ans de Fatima? Selon l'équipe de Radio Parano, ce qui en reste, on a fouillé le dossier, le secret, et on a trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, chers amis internautes et auditeurs et auditrices du forum et de la radio, est-ce qu'il y aurait bientôt sur Terre un événement eschatologique, religieux, métaphysique, appelez ça comme vous voulez, un événement grandiose, l'apparition d'un être de lumière, comme diraient certains gens dans un certain milieu, d'un ange, d'une dame en blanche, va-t-elle se manifester à une ou deux personnes ou, comme certains auditeurs, auditrices m'ont dit, je commence à vivre des expériences métaphysiques intérieures par des rêves, des songes. Des fois, on rencontre des gens qu'on n'a pas d'affaire à rencontrer. On les a sur la route et en discutant avec eux, comme un événement qui est arrivé en Medjugorje en 1987, j'étais dans un milieu, j'étais quand même jeune, et la madame qui était à côté de ma chambre, c'était une Haïtienne de Montréal-Nord que je connais encore, que j'ai rencontrée il y a quelques fois. Et elle,
tout en discutant avec elle, avait des symptômes d'une contactée, d'une personne qui avait été... et je connais une autre personne aussi, deux autres personnes, un à New York et une autre personne que je connais à Montréal, que je garde ça pour moi. Elle a des expériences métaphysiques. Et en discutant, en échangeant autour d'un bon café, les gens se parlent et on échange sur les expériences qui sont intérieures. Est-ce que l'expérience de Fatima va être une révélation avant le chaos annoncé? Qui est le chaos annoncé que plusieurs attendent ou appréhendent, dont le troisième secret, qui était parce que oui, certains m'ont dit, est-ce que la Russie s'est consacrée? Oui, la Russie s'est consacrée lorsque Jean-Paul II a été à Fatima porter la balle qui l'avait atteint. Alors, oui, il a sauvé l'humanité d'une troisième guerre mondiale avec ce triste attentat en 81. Je me souviens très bien, le 13 mai 81, j'étais avec ma mère, puis on a regardé ça à la télévision, on était complètement abasourdis. On ne comprenait pas le symbolisme. En vieillissant, j'ai étudié ça. Alors, est-ce que celui qui a créé l'attentat, on se souvient, c'était un Turc, je crois, ou un Albanais, mais je ne me souviens pas trop, qui est sorti de prison d'ailleurs. Il y a une vidéo sur Internet que vous pouvez voir. Il est retourné à Rome, porter un bouquet de fleurs pour remercier le pape, parce qu'il a révélé au pape qui était derrière l'attentat, qui était derrière ce coup monté. Alors, le coup monté avait été fabriqué de toutes pièces par les services secrets bulgares, je crois, et ça venait de Moscou. Oui, ça venait de Moscou. Parce que les services secrets de renseignement russes appréhendaient dans Jean-Paul II un homme qui était pour libérer les pays de l'Est. C'est ce qui est arrivé, la Pologne. Alors, ils ont dit, cet homme-là, il faut l'abattre d'une façon ou une autre. Et ça n'a pas marché. Parce que l'extraterrestre ou la dame en bleu ou en blanc a intervenu. Et on le voit, les faits sont là. C'est pas du délire. Les faits sont vraiment là. Alors, il a été sauvé de cet attentat. Et après, la Pologne s'est libérée. Il y a eu la tombée du rideau de fer en Allemagne. On l'a vu. Dans les années 90. Je me souviens en 89, j'avais suivi les événements à l'époque quand j'étais à l'université sur la chute du mur de Berlin, qui a été très important dans l'histoire de l'Europe. De mauvaise langue disaient que c'était le libéralisme en outrance en Europe. Oui, c'est ce que certains conservateurs catholiques polonais avaient reproché à Jean-Paul II, d'ouvrir la porte au libéralisme. Oui, mais il nous a sauvés d'une troisième guerre mondiale. Et après, il y a eu la consécration à la Vierge de Fatima. Et ça a été quoi? Ça a été la chute du régime communiste en Union soviétique. Il y a eu Gorbatchev qui est arrivé. Il y a eu après les coups d'État. Les Américains essayaient d'avoir un dialogue. Il y a eu des soulèvements. Ça l'a brassé en Union soviétique. Et un jour, les Russes ont dit, là, c'est terminé. On arrête l'ère soviétique en Union soviétique. Et évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est d'un des troisièmes secrets qui est ambigu, c'est la prise du gouvernement russe actuel qu'on a avec M. Vladimir Poutine, qui est un ancien agent du KGB, pour ceux qui ne le savent pas, qui a étudié les dossiers, qui a compris comment ça fonctionne de l'intérieur. Et lui, étant donné que sa religion officielle, c'est l'orthodoxie russe, alors lui a permis que l'Union soviétique devienne une certaine nation nationaliste et aussi religieuse. Alors, si vous regardez ce qui se passait à l'époque, on n'avait pas le droit de parler de religion en Union soviétique, c'était interdit même de pratiquer. Aujourd'hui, la religion est revenue. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est peut-être un système autoritaire. Oui, mais ça fait partie du troisième secret de Fatima. C'est que l'Union soviétique est redevenue un empire nationaliste religieuse. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord, on le voit là, au niveau international. M. Poutine n'est pas l'homme de terrain, c'est plutôt l'homme à abattre. Oui, on le voit, il y a des attentats ratés, on essaie de le déloger. C'est l'homme de fer, on le voit, c'est l'homme qui est capable de contrôler la situation.
On voit avec la crise en Syrie, en Chine. Ces genres de personnes, lorsqu'on invite dans son salon, on a intérêt à pas trop le contrarier parce que c'est un homme d'esprit, c'est un homme fort. Je ne sais pas si je serais invité à son bureau. Je ferai attention à ce que je dirais. Mais c'est un homme charmant. Des gens m'ont dit qu'il était quand même correct parce que la pensée slave russe, la pensée slave russe, c'est des gens quand même qui ont une certaine physionomie mentale. Pour ceux qui ont étudié un peu les services secrets russes, ben, c'est pas comme la CIA ou le Mossad. Alors, ils connaissent la game, eux autres, comme on dirait en bon québécois. Mais on continue toujours sur le sujet de Fatima. Malheureusement, on voit sur l'échiquier international les conflits à droite et à gauche, la Syrie, on a eu l'Irak, on a eu, présentement on se parle, les gens regardent ce qui se passe en Corée du Nord. On a aussi la Chine aussi, on a avec l'élection de M. Trump aux États-Unis, c'est pas très rassurant. Moi-même, j'étais pas un partisan de Trump ni de Mme Clinton, mais je me disais, bon, il était sincère, M. Trump, lorsqu'il a fait sa campagne. Bon, c'était pas le politicien qui était dans la rectitude. Les gens ont compris le discours. C'est un bon vivant, un homme. Mais je me disais, est-ce que les États-Unis vont prendre un tournant pour éviter une guerre ou, comme on dit dans le milieu géopolitique, l'oligarchie qui contrôle, qui mène la planète? Mais dans la triste réalité, c'est que Donald Trump fait la continuité du plan. Du plan, appelez ça comme vous voulez, Illuminati, des conspirateurs. Il continue le plan. Pourquoi? Parce que euh, on avait fait une émission à Radio Parano sur le plan d'Albert Pike, le grand architecte maçonnique qui avait déjà prédit en 1800 la première, la deuxième et la troisième guerre mondiale. Et les gens avaient dit, voyons donc, c'est ridicule. Les faits sont là. Il continue le plan. Alors un jour, on va faire une émission sur qui est Donald Trump, ses connexions avec certains rites écossais. OK, certains rites écossais. Parce que vous savez que le père de Donald Trump est d'origine allemande. C'est intéressant. Et sa mère de rite écossais. C'est des gens d'Écosse. Alors, il y a toute une histoire avec l'Écosse, avec l'Angleterre. Et on va révéler des choses assez intéressantes sur Trump et sa mère. Qui était sa mère? C'est une lignée, pour ceux qui veulent un peu comprendre, c'est une lignée de certains Templiers qui viennent d'Écosse et qui continuent le plan. Alors, on ne s'attardera pas avec ça. On va faire une émission spéciale Donald Trump et vous allez en avoir pour votre argent parce que on va révéler ce qui se passe actuellement. C'est des guerres de clans, c'est des guerres pour le pouvoir économique et le pouvoir au niveau bancaire, au niveau aussi, parce que s'il y a une troisième guerre mondiale, comme j'espère qu'on se croise les doigts, je voyais mon cher technicien, M. Le Vampire, me dire ah, jamais qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Il faisait partie de l'ordre des sceptiques. Tout à coup, il s'est mis à s'enfermer dans sa garde-robe lorsqu'il a vu les cris de guerre au Moyen-Orient et les problèmes avec le Coréen en Corée du Nord. Il s'est mis à dire ouais, peut-être qu'on va disparaître dans 6 mois et 1 an. Oui, ça se peut fort bien. Alors, on va peut-être s'envoler comme des petits papillons vers le ciel et on va disparaître. Oui, tout est là. Mais je ne suis pas un devin. Je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, Fatima était la suite logique. En 2004 ou 2005, lorsque Mme Lucie de Fatima, la religieuse, est décédée, Ratzinger est arrivé, il a sorti les documents officiels. Et on a eu des problèmes en 2010 lorsque le, le pape Ratzinger a donné sa démission abruptement. C'est la journée, je pense, de la fête de Notre-Dame de Lourdes au mois de février, 14 février. Pour des raisons de santé, parce que le pauvre homme n'était pas capable de remplir son mandat et en même temps, l'Église était dans un tourbillon de scandales qui sortaient à droite et à gauche. Je n'ai pas besoin de les nommer, tout le monde les connaît. Et je crois qu'à un moment donné, son médecin, pour des raisons de santé, lui a dit écoute,
Le travail d'un pape, c'est comme un homme d'État. C'est 365 jours par année. C'est des heures de fou. Alors, il a dit, pour des raisons de santé, avant de revirer fou, d'avoir des problèmes, tu devrais peut-être te reposer. C'est ce qu'il a fait. Il a pris une sage décision, il s'est retiré et il a donné le flambeau à François Ier, un jésuite, qui, lui, est capable d'affronter le tumulte. Il connaît la game, il connaît le discours officiel actuellement qu'on voit à droite à gauche. Il a été formé par les Jésuites, dont les Jésuites ont formé à l'époque Fidel Castro. Fidel a étudié dans les collèges. C'était aussi des négociateurs lorsqu'il y a eu la crise de Cuba. Alors, les Jésuites, bon, il y en a qui vont me dire c'est une société secrète catholique, une confrérie, oui, à un certain niveau. Mais c'est des érudits, il ne faut pas se le cacher. Alors, lui a pris le flambeau et il a commencé à toucher au vrai dossier, dont avec le gouvernement américain, avec Obama, qui est quand même un... Je n'étais pas un partisan d'Obama et je ne le suis pas, mais il a fait... Ce qu'il a fait de bon dans son mandat, c'est qu'il a rapproché Cuba avec le gouvernement américain, avec l'aide du Vatican. Ça, c'est historique. Ce que les autres gouvernements et présidents n'étaient pas capables de faire. Lui, il l'a fait. Mais il n'avait pas le choix de le faire parce qu'on s'en allait directement dans un mur et on se dirige directement aussi dans un mur. La situation est extrêmement sérieuse, même, je dirais, pathétique, sauf qu'il y a une espérance, on va s'en reparler, avec le troisième secret de Fatima. Et Obama a laissé libre choix à François Ier, qui a négocié avec l'orthodoxie. Pour ceux qui ont une vision un peu religieuse, parce qu'au Québec, c'est ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de discours religieux, à part de l'Église. Les journalistes sont vraiment incultes. Il n'y a pas un bon journaliste, que ce soit dans les médias, à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. La médiocrité religieuse de nos intervenants journalistiques, c'est pathétique. Alors, tout ce qu'ils savent faire, puis ils ont le droit, c'est de critiquer la religion, d'emmener les scandales sur la place publique. Mais je lance un défi. Est-ce qu'il y a un journaliste qui écoute Radio Parano qui va débattre avec nous? Jamais. Nous autres, on va le faire. À Radio Parano, on va prendre le droit, on va exiger qu'il y ait un débat parce qu'on est la radio alternative qui va débattre certains sujets et on est prêt à faire face à la musique. On est prêt à se mettre la tête sur le billot. Alors, François Ier a rencontré Poutine à Cuba et il a fait venir aussi Poutine au Vatican. Il lui a montré le troisième secret. Poutine est un peu sceptique parce que c'est un rationaliste, un cartésien, et il a été formé dans l'élite des services secrets de renseignement russes. Oui, il a vu le dossier de Fatima, il a dit oh ouais, ok, Jean 23, qui avait appelé Fidel Castro, qui avait appelé Kennedy, qui avait appelé à l'époque Khrouchtchev, il avait dit si vous faites les cons, ça va mal, on se dirige directement vers une catastrophe nucléaire et évidemment la crise de Cuba s'est réglée. Mais il y avait trois autres enveloppes et c'est ces trois autres enveloppes-là qui sont d'actualité, comme je vous disais au début. Le Vatican, le KGB, le gouvernement russe, évidemment, les services secrets de renseignement, les services secrets américains aussi, Israël, une bonne partie des gouvernements officieux là, qu'on connaît, les grands pays, sont au courant de ces trois enveloppes-là. Et c'est un choc. Pourquoi? Parce que la Russie détient avec le Vatican, si, et je dis bien ici, j'espère que ça n'arrivera pas, si on avance directement vers un conflit armé qui va impliquer une partie de l'Europe, une partie de l'Asie et même l'Amérique, y compris le Canada. Ce n'est pas parce qu'on est élu Justin Trudeau au Canada que tout va bien aller. Non, le Canada peut être impliqué dans un troisième conflit mondial. Et je pense que des gens commencent à s'en rendre compte. Les gens commencent à se poser des questions. Vous allez me dire, MK Ultra, où c'est que vous avez été chercher ça, cette information, renseignement-là? Ben, je vais être honnête avec vous.
J'ai eu vent par une personne que je connais qui a suivi un ami religieux qui est un prêtre, m'avait parlé de ça, parce que lui a osé dévoiler un certain secret. Et aussi, comme j'ai dit en guise de présentation, euh, je fais partie au Québec, j'ai jamais eu honte de le dire, de ceux qui sont contactés. Parce que l'événement, comme je vous dis avec Radio Parano, c'était terminé pour moi. Je l'avais dit à Richard Glenn cet été qu'on arrêtait, on débranchait le studio. Et à ma grande surprise, vous voyez la nouvelle technologie au niveau du son, numéro un. Euh, les événements vont très rapides, numéro un. On a la belle technologie encore avec nous, numéro un. Et c'est pas fini. Ça va être un studio aussi qu'on va avoir et des émissions de télé. Ah, vous allez voir, les choses vont vite. Et même peut-être un spectacle en public. On a un projet avec quelqu'un sur... comment ça s'appelle le fameux club au coin d'Ontario? Je me souviens pas le nom. Il y a un projet qui s'en vient. Un spectacle multidimensionnel, ou appelez ça comme vous voulez, où on va faire participer le public. Euh, avec la théorie paranoïaque, tout en ayant une dose d'humour, parce qu'il y a des gens qui aiment notre radio. Ne nous prenez pas au sérieux, on n'est pas sérieux de toute façon, mais on est clair et précis. Alors, on revient au dossier de Fatima, je ne veux pas m'écarter non plus. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des contactés, c'est un sujet un peu délicat et tabou. Mais je fais partie de ce nombre et comme j'ai fait dans les deux témoignages des vidéos Orantia que M. Glenn m'a interviewé, je ne me cache pas. Et on va revenir là-dessus avec une émission sur les contactés. Les symptômes des contactés, pourquoi? Avec le sang royal. Je ne déroge pas. Je ne déroge pas du sang royal des Québécois. Et j'invite les Québécois ou les gens qui nous écoutent à faire des recherches sur vos origines. Vous allez être très, très, très surpris pourquoi. Pourquoi actuellement il y a un état de conscience au Québec. Underground, alternative. Je ne parle pas des radios officielles, je parle des gens avec qui on discute, les gens dans les salons, dans les cafés, dans les terrains de camping, appelez ça où vous voulez. Les gens qui se disent oh, je commence à m'intéresser à ce qui se passe en France, je commence à avoir des expériences métaphysiques appliquées avec l'Europe, le drapeau du Québec m'intéresse. On va fêter l'anniversaire de la ville de Montréal cette année. Est-ce qu'on va sortir des secrets? Oui, il va y avoir des petits secrets sur les origines de la ville de Montréal. Quoi qu'en disent nos sceptiques ou les gens qui dénigrent un peu l'aspect religieux de Montréal, parce que Montréal est une ville religieuse en premier. Ceux qui connaissent l'histoire du Québec et de la ville de Montréal, c'était une colonie religieuse par des regroupements religieux, des communautés religieuses. Alors, on va avoir le temps de parler de ça avec le sang royal. Et aussi, on revient à Fatima. Euh, Poutine a l'enveloppe secret. Alors, ceux qui ont vu l'intervention de la Turquie cet été lorsqu'il y a eu le coup d'État, les services secrets russes qui n'ont pas embarqué dans le jeu ont réussi par une technologie extrêmement poussée. Et on le voit sur Internet. On va peut-être le mettre un moment donné là-dessus. Vous avez toute la technologie russe avec les satellites, les moyens de communication. Les moyens de communication, ces gens-là ont réussi à cartographier au niveau des satellites tous les camions qui sortaient de la Turquie par centaines, par milliers de jours et nuits et qui allaient, en Syrie porter soit du pétrole, soit des armes, soit de la drogue, on ne sait pas, mais qui sortaient jour et nuit pour aller financer des groupes un peu paramilitaires style Daesh. Alors, lorsque les deux avions russes ont été abattus au-dessus de la Turquie, les Russes ont fait un travail admirable au niveau technologique. Et moi-même, j'ai été rivé sur mon divan lorsque j'ai vu ça sur Internet. Je voyais donc, ils nous expliquent de A à Z qu'est-ce qui est arrivé avec preuve à l'appui. Alors, cette même technologie-là a été utilisée ou en 2001, le 911, le 11 septembre, par les Russes, et aussi en 1943, vous allez me dire pas par les satellites, par des documents secrets
officieux et officiels à Moscou sur la libération des camps de concentration. Et aussi, les mêmes documents ont été utilisés, les mêmes renseignements, informations par le gouvernement russe. En quelle année l'assassinat de Kennedy? En 53? 63. Merci, mon cher vampire. 63. J'étais trop jeune. Qui a traumatisé une génération de baby boomers, qui a parti à travers les États-Unis, au Texas, la théorie du complot. Alors, ceux qui sont des fans de Alex Jones vient du Texas, vient de Dallas, alors lui-même, il dit sur son site, je ne suis pas un fan d'Alex Jones, mais je le respecte quand même parce qu'il sort des fois des bonnes hypothèses. La bonne théorie du complot américaine vient de l'assassinat de Kennedy. Alors, qui était derrière la théorie du complot? A. Le militaro-industriel, ceux qui voulaient perpétuer la guerre au Vietnam. Alors, il y a les compagnies, la CIA. On a vu le film écrit par Fabienne Larouche sur le complot américain, dont Rémi Girard, on vous a mis une partie de vidéo. Excellent film qui touche vraiment l'aspect occulte. Rémi Girard joue le rôle de celui qui aurait au Québec planifié l'attentat contre Kennedy. Un truand de l'époque, que Lucien, je ne me souviens pas de son nom, mais vous pouvez voir le film. C'est vraiment bien fait et quand ça sortit aux États-Unis, ça n'a pas été bien reçu là-bas. De toute façon, venant des Québécois, ils se sont dit qu'ils sont un peu parano ou ils exagèrent. Ça n'a pas eu l'effet. C'est arrivé dans une mauvaise période quand il y a eu le 11 septembre aussi. Alors, les Américains ne voulaient pas toucher à ce dossier. Alors, il y avait toute la théorie du complot qu'on voyait dans tous les médias et les Américains n'étaient pas trop friands. Mais c'est un film à voir. Alors, est-ce que Kennedy avait averti à l'époque certains pays de ne pas se prémunir de la bombe nucléaire? Oui, il l'a dit. Entre autres à Israël. Israël avait dit à l'époque à Kennedy de se mêler de ses affaires, parce que Kennedy voyait déjà l'escalade au Moyen-Orient de tous les pays qui étaient poursuivre la bombe nucléaire. L'Iran, l'Irak, la Syrie, la Russie, tous les pays à travers le monde, les gros pays ont tous leur bombe nucléaire, y compris le Canada. Le Japon a sa bombe nucléaire, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, euh, tous les pays, l'Allemagne, tout le monde a une bombe nucléaire. Qui va peser sur le bouton? Alors, Kennedy avait averti Israël, et à l'époque, Israël avait dit non, tu te mêles de tes affaires. Et dans le Golan, parce que j'ai quand même des membres de ma famille qui ont été en Israël, effectivement, le Golan et les lieux désertiques d'Israël, il y a des bases militaires secrètes qui fabriquent jour et nuit des armes, des armements nucléaires. Et la technologie en Israël est très bien poussée, très bien développée. C'est eux qui ont une des meilleures technologies au Moyen-Orient. L'armée israélienne, le Mossad, les services de renseignement, ont le high-tech au niveau technologique. Alors, Kennedy avait averti, et la fameuse enveloppe, c'est que on a utilisé un stratège, on a utilisé comme Kennedy, et Kennedy n'a pas écouté. Alors, on l'a fait abattre par un pantin communiste, un peu zombie, mind control, qui lui avait servi dans l'armée américaine et qui avait des penchants un peu pour la pensée soviétique, trotskiste, communiste. Sa femme était, je crois, d'origine russe. Alors, on a pris ce pantin-là. Et en plus, on l'a exécuté, ce bon mind control, par un petit truand, Jack Ruby, qui était un membre de la Cosa Nostra yiddish juive, la mafia juive, qui est extrêmement puissante aux États-Unis, qui avait un club de danseuses nues dans la région de Dallas, qui supposément est un amoureux de Kennedy. Et tout à coup, il rentre dans un poste de police, évidemment, hein, pas pire, hein, avec un arme, puis il butine celui qui a tiré, et on élimine les preuves. Le mort emmène avec lui dans sa tombe la vérité. Et Jack Ruby était un malfrat, un homme qui avait un dossier. Bon, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens voulaient
partir les clubs de nuit, mais c'est un homme qui avait des liens avec la mafia juive. Et lui, tout à coup, il est mort quelques années plus tard d'une maladie vénérienne dans un hôpital. C'est quand même étrange. Et après, on a utilisé une bonne mind control, une bonne Marilyn Monroe, ce que j'appelle vulgairement la pute de service pour l'industrie du cinéma. Elle a passé à peu près tout le monde dans l'industrie. C'est une femme qui était d'une beauté, elle avait aussi un charme, elle pouvait séduire tout le monde. Elle a séduit le président Kennedy, elle a séduit son frère Bobby, c'est ce qu'on est arrivé, et on sait ce qui est arrivé avec Bobby. Et elle était la bonne mind control d'Hollywood. Euh, on se souvient à l'anniversaire de M. Kennedy au Madison Square Garden où elle chantait Happy Birthday, Monsieur le Président. C'était la poupée de service, vulgairement la pute. Et euh, elle a séduit. Le point faible de Kennedy, c'était la couchette. Le point faible de ces deux hommes-là, c'était d'avoir des petites copines. Et bon, c'est correct, on ne fait pas un jugement de valeur, mais c'était ça. Et Bobby s'est fait tirer par un bon mind control à l'hôtel California. Bon, ceux qui savent le document, on aurait pu le mettre, mais on va le mettre. Et Bobby est décédé. Et Marilyn Monroe, elle est morte dans son sommeil avec des somnifères tout à coup. Elle était dépressive, elle avait subi des avortements, bla 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 bla, on connaît la suite. On n'a pas besoin de vous l'expliquer, vous êtes plus au courant que nous autres. Alors, le militaro avec la mafia Cosa Nostra et des Juifs, ainsi que le militaro industriel juif, n'avaient pas intérêt à que le plan du militaro dans le futur tombe. Alors, Kennedy est un Irlandais, c'était aussi un catholique. Alors, il a fait une déclaration dans une confession à un prêtre avant de mourir. Le Vatican est au courant, mais ils ont gardé ça silence pour les raisons suivantes. C'est que ils savaient qui voulait sa peau. Le Vatican a gardé ça dans des filières secrètes, les déclarations, parce que tout bon Irlandais qui se respecte est un catholique pratiquant. Alors le Vatican, pour ne pas apeurer, pour ne pas créer des problèmes diplomatiques, a fermé sa gueule. Et on a vu ce qui est arrivé. Kennedy a été remplacé par Johnson, qui a pris. Et après, il y a eu la guerre du Vietnam. Les années 60, 70, les soulèvements populaires, les mouvements hippies avec toute la génération mind control, le LSD, la drogue. On a déjà fait une émission à Radio Parano là-dessus. La contre-culture qui est devenue la contre-culture officielle en Amérique. Le Québec n'a pas échappé à ça. Alors, le Québec, dans sa naïveté, a rentré dans ce plan machiavélique, la contre-culture. Expo 67, les groupes qui sont venus au Québec, le LSD, la drogue, l'amour libre, faisaient partie d'un plan d'ensemble fabriqué de toutes pièces par le militaro-industriel. L'expérimentation, on a déjà parlé de ça à Radio Parano, vous pouvez revoir sur Internet. L'expérimentation dans certaines crèches dont je fais partie, je suis issu, car je suis moi-même orphelin. J'ai rencontré des orphelins de Duplessis, j'en ai déjà parlé à une émission. Les orphelins de Duplessis, c'est la vérité et le summum, mais après 64, on n'a jamais parlé des orphelins du Dr Cameron, dont je fais partie. Et toutes les mind control qui ont été fabriquées dans les années 70-80, et ça va faire le délice de notre cher ami, notre vampire, les émissions à la télé qui ont fabriqué des mind control à partir des années 70-80 dans des émissions pour enfants. Et un jour, on va développer avec peut-être 40 émissions là-dessus, vous allez être traumatisés. Ça va être notre pierre d'achoppement, on va rentrer là-dedans. Et Kennedy, après, lorsqu'il a été assassiné, on a vu tous ceux et celles qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Ces gens-là ont développé la guerre du Vietnam, ont gaspillé les montants d'argent pour préparer tous les guerres successives après qu'il y a eu. En 80, Reagan est arrivé. Reagan a dit on fait le ménage. Alors, il y a eu l'assassinat d'un personnage assez important dans l'histoire aux États-Unis. John Lennon. John Lennon, OK, qui a été assassiné, qui a brisé le rêve des baby boomers. Lennon a créé un trauma dans leur esprit.
Ceux qui se souviennent en 80, moi je m'en souviens très bien, ça a été la révélation quand Lennon a été assassiné. Et après, le néolibéralisme est rentré partout en Angleterre, avec Thatcher, avec Reagan, même au Québec. Le coût de la vie au Québec a explosé, les gens perdaient leur emploi, on est rentré dans des périodes, les années 80, de vaches maigres, jusque dans les années 90, lorsqu'on a instauré le libéralisme après, parce que les compagnies ont... Bon, alors, on connaît tout le militaro, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Pour revenir au sujet de Fatima, M. Kennedy a été assassiné par une mafia militaro-industrielle qui voulait continuer la machine de guerre, et il s'est relié aussi avec les événements au Moyen-Orient, avec Israël. On a montré une vidéo tout à l'heure sur Internet. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne voulaient pas que Kennedy soit le gouvernement ou le président de la paix. Dont les 30 glorieuses, ceux qui ont connu les 30 glorieuses, c'était les belles années où la classe moyenne pouvait se payer une piscine creusée dans la cour, un auto, un chalet, une maison. Et j'ai vécu après la fin des années glorieuses. Moi, mon père a perdu son emploi. Ça a été la débandade pour beaucoup de Québécois qui ont vu leur niveau de vie tomber. Des universités, des cégeps remplis d'étudiants qui ont des diplômes qui valent rien. Et c'est encore ça aujourd'hui. On crée dans les universités et les cégeps des illettrés qui n'auront jamais d'emploi. À 30 ans, 40 ans, essaye de trouver un emploi quand tu es diplômé. Fait que, regarde, oublie ça. Alors, ils ont créé ce système merdique pour en arriver à la deuxième étape, le début de la Troisième Guerre mondiale, mais tout en espérant que ça ne se produit pas. On l'espère. On ne veut pas axer sur le problème. Et après, lorsqu'est tombé en 1989 le rideau de fer en Allemagne, un grand événement. Lorsqu'en Roumanie, il y a eu le coup d'État, on se souvient en Roumanie, le président roumain qui a été pendu avec sa femme. Ça aussi, j'avais suivi ça à l'époque, ça m'avait bien marqué. Est arrivé Poutine, notre cher Vladimir, qui a pris le contrôle de la Russie. Il est un ancien agent du KGB. Lui, il a gravé les échelons. Il a gravé les échelons au niveau des services de renseignement, fait qu'il connaît les dossiers. Il connaît comment que ça fonctionne. Alors, Gorbatchev a laissé sa place à notre fameux Boris Bieltsin, Monsieur Vodka, qui aimait beaucoup la vodka. C'était un personnage extrêmement attachant, je me souviens. Il s'amusait avec Bill Clinton à l'époque, il était sous sur la vodka. Clinton riait. C'était un bon buveur, mais malheureusement, la vodka l'a apporté. Il est mort subitement d'une crise cardiaque, le pauvre Boris. Et Poutine fait partie par la providence de celui qui a sauvé la Russie et l'Europe, parce que lui, il a décidé de ne pas continuer la game des conspirateurs, parce qu'on s'en allait directement avec l'ère soviétique dans une troisième guerre qui déferlait sur l'Europe et après sur l'Amérique. On était chanceux, on vit sur du temps emprunté, mes chers amis. Savez-vous que vous vivez sur du temps emprunté, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Parano? Votre temps est compté. On vit sur du temps, je ne veux pas apeurer personne, mais on vit sur du temps emprunté. Et là, ça va vite. Je pense pas que le temps va j'ai l'impression qu'on ne vivra pas un autre 30 ans encore sur Terre. Même un 20 ans. On peut-tu réduire ça à 15-10 ans peut-être, mon cher Vampiros? Oui, hein? 10 ans peut-être? Ça va vite, hein? Il y a eu le 11 septembre. Ah! On revient au 11 septembre. Alors, le 11 septembre, j'étais dans mon bain et je reçois un téléphone d'un ami à l'université, un ingénieur qui me dit « Docteur M. Ultra, allumez votre télé. » Hein? J'allume ma télé. Je vois la première tour en feu. Je pensais que c'était arrangé avec le gars des vues. Je comprenais pas. Il me dit « Regarde, il y a eu un attentat à New York. » Alors, la première réaction que j'ai eue, bon, qui est derrière ça? Je n'ai jamais été un conspirationniste. Je me suis dit, qui est derrière ça? Alors, le téléphone ne dérougissait pas cette journée-là. J'ai reçu plein d'appels. Les gens m'ont tous posé la question. Il y a anguille sur roche. Alors, comme d'habitude, je me suis mis à paranoïer. Je me suis dit, bon, c'est peut-être les extraterrestres. C'est peut-être les Illuminati.
c'est peut-être Tintin et le Capitaine Haddock. À peu près toutes les théories les plus niaiseuses et farfelues. Mais mon cœur s'est mis à débattre. J'ai commencé à être nerveux. Je me suis dit d'un coup que ça fait partie du plan d'Albert Pike. Ceux qui connaissent le plan d'Albert Pike. Euh, 33e degré franc-maçon qui avait prédit déjà en 1800 la première, la deuxième, la troisième. Et c'est lui-même qui aurait parti la guerre de sécession. Alors, la machine à parano s'est mise à tourner dans ma tête. Je me suis dit non, 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 on n'est pas rendu là. Et effectivement, le 11 septembre. Mais au-dessus du 11 septembre, des deux tours de New York, dont j'ai quand même été à New York en 93, euh, il y avait, mes chers amis, des petits satellites, des moyens de télécommunication russes. Voulez-vous savoir ce qui se passe dans la deuxième enveloppe? Les Russes ont réussi à cartographier par l'écoute électronique, par les satellites, tout le, tout l'arsenal derrière le 11 septembre. Qui sont ceux qui sont derrière le 11 septembre? Je vous laisse deviner. Ceux qui ont préparé l'assassinat de Kennedy. Le petit pays qu'on attend, Israël, par des agents. Ils ont utilisé des agents saoudiens et ça ne fait pas partie du délire. Moscou a déjà toute la cartographie avec le nom, avec les passeports, avec tous ceux qui ont préparé, même jusqu'à là. C'est une des enveloppes qui va faire mal. Parce que lorsque Poutine va se sentir menacé, lorsqu'il y a une guerre, on prédit même l'assassinat en Europe d'un personnage, un président qui va créer le chaos. Est-ce que ça va être Poutine? Est-ce que ça va être le président turc? Est-ce que ça va être Mme Le Pen? On ne le sait pas. Mais lorsque les Russes vont se sentir menacés, c'est la façon que le KGB fonctionne, c'est qu'ils ont toujours une carte de cachet. Vont-ils sortir sur un réseau de nouvelles qu'on appelle RT Nouvelles, qui est financé par le gouvernement russe, qui est un réseau de nouvelles européennes alternatives qui couvre la France et les nouvelles internationales. On les a toutes en langue arabe, en espagnol, en chinois, vous les avez toutes même en russe. Est-ce que c'est une carte que les Russes vont sortir? Oui. Qui était derrière le 11 septembre? Ça va faire flancher ceux qui ont préparé la Troisième Guerre mondiale et ça risque de créer un onde de choc pour tous les conspirationnistes, les paranos, ceux qui disent non, nous ne croyons pas au 11 septembre. Ça, c'est le deuxième lapin qu'ils ont dans leur chapeau. C'est le 11 septembre au niveau des renseignements russes. Ce que le Vatican ne veut pas sortir aussi, parce que le Vatican aussi connaît la game. Alors, c'est la deuxième enveloppe. Et la troisième enveloppe, c'est le sujet extrêmement pointu que 1943, lorsqu'il y a eu la libération des camps de concentration, ça a été l'armée russe qui est rentrée dans les principaux camps de concentration. Ça, c'est un sujet extrêmement pointu et on est obligé d'en parler parce que c'est pour ça que le gouvernement russe est un mal-aimé dans les négociations au niveau international avec les États-Unis, Israël et l'Angleterre. L'Iran, qui avait une dette envers les pays, l'Union européenne et l'Angleterre et les États-Unis. On sait qu'en Iran, ils ont formaté avant la Deuxième Guerre mondiale la pensée nazie. Vous avez juste à voir un des lieutenants d'Hitler, Rudolf Hess. Son père était d'origine iranienne, perse. Alors, on les a accusés après la Deuxième Guerre d'être les idéologues. Après, il y a eu la France qui a collaboré sur le régime de Vichy. On voit les troubles en France actuellement. Et on voit aussi en Allemagne actuellement comment ça va mal. Alors, la Russie, elle, qui a libéré quand même les camps, a posé la question à tous les journalistes et les autres. Y aurait-il eu une exagération dans les camps de concentration par l'État d'Israël, dont les 7 millions de Juifs? Pourquoi il n'y a pas eu 15 millions de Juifs? Pourquoi il n'y en a pas eu 2 ou 3 millions? Non, c'est toujours le chiffre 7. 7 millions de Juifs. Les Russes n'ont jamais été d'accord avec cette hypothèse-là. Ils ont toujours dit non, il y a eu une exagération, il y en a peut-être 1 ou 2 millions, même à la limite 3. C'était dans les camps de concentration, des camps de travail, d'extermination ou de médical. Alors, c'est le sujet tabou qu'on ne parle pas, qu'on ne veut pas parler. Les Russes ont gardé tous les documents occultes et secrets, dont les fameuses expériences dans les camps.
C'est des sujets extrêmement pointilleux. Et ceux qui s'aventurent sur la route du révisionnisme, qu'on appelle ceux qui revoient l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ont des problèmes, dont le fameux professeur Vorillon en France, qui a toujours dit qu'il n'y a jamais eu 1 ou 2 millions de Juifs, dont aussi l'abbé Pierre qui est décédé, qui est un ancien résistant. Alors, c'est la carte cachée des Russes que les Russes ont dans leurs mains pour emmerder et écœurer l'État d'Israël. Parce que si la Troisième Guerre mondiale se produit, c'est l'Europe et l'Asie, et l'Amérique aussi va être impliquée. Imaginez-vous sur les réseaux sociaux, mes chers amis internautes, imaginez-vous dans tous les médias alternatifs, tout ce qu'on regarde, le Vatican, plutôt Moscou fait une déclaration internationale, nous vous montrons les 3 documents, l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, qui est vraiment la théorie du complot, ceux qui voient à peu près ce qui s'est passé, et la 3e carte sur la libération des camps de la mort. Imaginez-vous la tollée au niveau international par les Américains, l'Angleterre et surtout Israël, ceux qui ont vécu les survivants de l'Holocauste, venant d'un pays démocratique, évidemment, venant d'un grand pays où il y a quand même une histoire. On ne parle pas de la théorie de complot de l'extrême droite, des skinheads ou des gens qui en veulent aux Juifs, mais on parle d'un pays officiel, d'un gouvernement. Imaginez-vous ça. Et qui pourrait alimenter. Comment je vois l'ambassadeur russe qui affirme une chose comme ça, avec les 3 enveloppes, puis qui dit on est obligé de vous démontrer hors de tout doute que les 3 événements majeurs dans l'histoire de l'humanité, la libération des camps, l'Europe, le 11 septembre et l'assassinat de Kennedy, a été fabriqué, exécuté par les États-Unis à l'intérieur et l'État d'Israël. C'est la carte cachée, c'est le petit lapin qui sort du chapeau et ça risque de créer un trauma à travers l'humanité. Déjà là, il y a des théoriciens du complot, on les voit. Ils attendent juste ça. D'autres vont être vont être abasourdis. Pourquoi? Qui va avoir le courage de dire oui, il faut avoir un débat? Nous autres, on veut que ça arrive, ces événements-là, on espère, parce qu'on veut qu'il y ait un débat radiophonique, on veut que les gens se parlent entre eux autres, pas pour dénigrer qui que ce soit, pour dire oui, peut-être, est-ce qu'on est en train de se faire, en bon québécois, fourrer? Je m'en allais dire autre chose, mais je ne le dirai pas. Fourrer. Je laisse le mot enculé pour les Français. Fourrer. Parce que la machine militaro est en train d'exagérer. On est en train de rentrer dans un train, un crazy train, comme dirait notre cher ami Jérôme, que je salue, la chanson d'Ozzy Osbourne. Crazy train, le train est parti et s'en va vers un mur. Oh, j'ai rien à me reprocher. Moi, je travaille, j'ai une job. Ah oui? Ah oui? S'il y a un crash économique, encore du parano. Non. S'il y a un crash économique, si on fait tomber la bourse au niveau international, si, pour en revenir à M. Trump qui a préparé ses avoirs économiques pour transférer en Écosse, dont on veut parler de, ça va être un sujet, l'indépendance de l'Écosse et le Brexit à Londres, en Angleterre. Ah, les Anglais, le Brexit, pour préserver les acquis économiques pendant que le reste de l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, l'Afrique, appelez ça comme vous voulez, tombent dans un chaos économique et que eux, en Angleterre, ça a toujours été de même, ont les réserves d'or. Alors, l'économie anglo-saxonne qu'on voit actuellement est une économie anglaise. Il ne faut pas oublier ça. Tout ce qui vient de révolution française, la révolution russe, la révolution bolchevique, la révolution ci, la révolution ça, a toujours eu lieu, a toujours été pensé en Angleterre. Karl Marx. La Révolution française a été pensée en Angleterre par des confréries et des loges. Les Français n'ont rien inventé. C'était pour détruire la monarchie française et détruire l'Église catholique. Et ils ont réussi. Il y a une résistance, mais ils ont réussi. Même la Révolution tranquille au Québec a été fabriquée de toutes pièces par eux autres. En déplaise à nos tenants de la Révolution tranquille, qui ont cru libérer le Québec dans les années 60-70, je ne vois pas dans quoi, on est dans la merde aujourd'hui, au niveau économique. Il y a une génération de jeunes qui sont sacrifiés, il y a une génération de gens
qu'on envoie à l'abattoir et on est dans la merde. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas cibler personne, mais je défie la génération des baby boomers qui ont fait l'apologie de la Révolution tranquille. Oui, ça a eu du bien. Je peux pas. Oui, ça a eu du bien. Il y a eu des beaux projets au Québec à partir des années 60. Je peux pas. Sauf que, regardez, des projets pour qui? Pour l'entreprise, les banques, pour des particuliers qui sont membres de certaines sociétés ou confréries? Oui, oui, effectivement. Le reste n'est que du bétail ou des idiots à tête de zombies qu'on envoie à l'abattoir. C'est un fait. Alors là, on est pris avec ça. Et je ne vois pas aucun parti, on ne tombera pas en politique, mais on n'a pas le choix. Je ne vois pas aucun parti au Québec qui va nous libérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la botte de ces confréries-là, sont à la botte de cette idéologie économique, sont à la botte de ce néolibéralisme qu'on voit actuellement partout. Et ces gens-là ont beau dire, je suis à droite, à gauche, je suis bleu, je suis blanc, je suis rouge. Oubliez ça. C'est ce qu'on appelle la pensée anglo-saxonne qui a été intégrée dans les années 60-70 dans toutes les sphères au Québec. C'est une forme de protestantisme contre la royauté, la monarchie, le sang royal au Québec. Alors, ça a un lien avec les de Fatima parce qu'il y a des élections dès le 23 avril. Les présidentielles commencent en France. Au mois de mai, je le dis aux Québécois, les Québécois qui sont déçus, les internautes qui me disent Ah, l'indépendance du Québec, oui, je le sais, on est tous déçus, ça ne marche pas, ça ne lève pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est correct, on l'accepte. Surveillez les événements en Europe, en France. De là va partir les événements qu'on connaît, le retour du roi, où les Québécois vont se sentir interpellés, parce que vous savez, Mme Le Pen est venue il y a 1 an au Québec. Elle n'est pas venue faire de la raquette puis aller à la cabane à sucre. Elle est venue ici protéger ses arrières. Il y a des mouvements, ce que je crois, des gens qui l'appuient. Et à la limite, si ça brasse pour elle, elle va pouvoir détourner des fonds dans des banques, comme mon cher ami Vampé, qui est un pauvre illettré, m'a dit dernièrement. As-tu emmené de l'argent dans des banques canadiennes au Québec? Oui, oui, elle a détourné quelque chose. Elle n'est pas venue faire du tourisme. Vampire, qui est un pauvre inculte, m'a dit elle est venue à cabane à sucre, elle était voir une partie de hockey, elle était faire quoi? Elle était faire du ski de fond aux plaines d'Abraham, elle était voir le bonhomme carnaval. Non. Elle est venue voir ce qu'il y avait de mieux au Québec. Elle est venue préparer ses arrières. Comme un bon Québécois me dirait, on s'en calisse-tu? Non, non, on s'en calisse pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'elle est venue faire. Elle est venue préparer le terrain. Parce que mais que ça brasse en France, puis ça va brasser en Europe. Les bons petits sceptiques qui écoutent Radio Parano, qui suivent les informations ésotéristes expérimentales, ont toujours un argument cynique. Vous êtes des prophètes de malheur, vous êtes des délireux, vous êtes la crème des paranos, vous voyez des théories du complot. Faut nuancer, faut relativiser les événements, c'est pas si grave que ça. Oh, minute, là, regardez les événements, ça va vite. Vous avez le droit à votre point de vue, sauf que votre point de vue commence à me taper ses nerfs à un moment donné. Taisez-vous. Si vous avez juste à décoder à dire, puis vous n'êtes pas capable d'expliquer comme on le fait ce soir, ben regardez la télévision ou attendez la venue des Nordiques à Québec. C'est ça la game. Alors, est-ce qu'on va rentrer? Est-ce que les 3 enveloppes que je vous ai déclarées de bonnes sources, évidemment, parce que moi-même, j'ai été baptisé à l'église de Notre-Dame de Fatima dans les Laurentides il y a quelques années. C'est quand même étrange. Et j'ai fait ma première communion et ma confirmation dans une église qu'on appelait le Cœur Immaculé de Marie, pour ceux qui connaissent les endroits dans les Laurentides. J'étais quand même dans un milieu religieux où je m'intéressais à ça dès mon jeune âge et j'ai côtoyé des prêtres, des religieux qui m'ont bien formé, oui, qui m'ont bien formé, qui ont fait un excellent travail et après, comme un bon érudit, j'ai volé de mes propres ailes, j'ai commencé à lire certaines documentations et avec la magie d'Internet, on a tout ce qu'on veut. Mais les 3 enveloppes sont la pierre d'achoppement de l'avenir de l'humanité, avec les 3 secrets qu'on vous a livrés. L'avenir va-t-elle me donner raison ou va me donner tort? Je crois qu'elle va me donner raison. Parce que on essaye de tout doute de briser, d'éliminer
les radios et les informations alternatives. On le voit. C'est de là que les 3 secrets et le 3e secret de Fatima va sortir. Parce que lorsque le 3e secret va sortir, c'est les événements géopolitiques qu'on vous a parlé. Mais il y a aussi l'apparition dans le ciel d'événements ésotériques, comme dirait un certain animateur au Québec, des événements au niveau théophanique, des révélations, par des rêves, par des échanges, de gens qui devront parler, communiquer, dont ce que Radio Parano fait, de gens qui devront dire j'ai eu des expériences parce qu'il va en avoir, comme dans La Rencontre, un des bons films de 1977, Rencontre du 3e type de Spielberg, où les gens se rendaient dans un endroit pour être évacués. C'est un des sujets qu'on va développer, l'évacuation ou le grand enlèvement. Alors, c'est parce qu'il reste une apparition à Fatima, c'est le dernier, final, avant le chaos. Ça, c'est documenté par le Vatican. À peu près tous les gouvernements ont ça actuellement dans le dossier. Il y en a qui sont sceptiques, il y en a qui sont cyniques, il y en a qui remettent en question. Mais habituellement, quand le pape t'appelle au Vatican, tu as intérêt à y aller. Parce qu'il ne se déplace pas. Puis quand tu te déplaces au Vatican, c'est sérieux. Parce qu'il y a un horaire chargé. Alors, il a réussi à déplacer Obama, il a réussi à déplacer Poutine, d'à peu près même le président en France. Tout le monde a été faire un tour au Vatican, prendre une tasse de thé avec le pape, parce que lui détient une clé secrète. Et si, la bonne nouvelle, c'est pas juste de la noirceur puis du darkness, la bonne nouvelle, c'est que ça va pouvoir être évité, ce chaos. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, au niveau nucléaire, au niveau biologique, appelez ça comme vous voulez, chimique, avec tout l'arsenal nucléaire qu'on a à travers le monde, dans tous les pays, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine, à peu près tout ce que vous voulez. Imaginez-vous une 3e guerre mondiale. On est foutu. On est dans la merde. Même si ça se passe en Corée, même si ça se passe au Japon, les radiations, les problèmes au niveau de l'eau, la contamination dans l'air, on est fini. On appelle ça dans certaines prophéties l'apocalypse, oui. On appelle ça dans des anciennes civilisations le karma, appelez ça comme vous voulez. Est-ce qu'on va rentrer dans, comme les penseurs hindous disaient, dans l'âge des ténèbres? Bon, oui, on rentre dans un point final. Alors, imaginez-vous de votre vivant de voir ça. Est-ce que vos enfants et vos petits-enfants vont vous dire pourquoi qu'on n'a pas été averti? Pourquoi vous n'avez pas fait votre travail? Pourquoi qu'au niveau international, diplomatique, religieux, il y a des gens qui ne se sont pas levés, qui ont dit non, il y a un problème, il faut en parler. Et c'est ce qu'on fait à Radio Parano ce soir. On essaie de toucher un sujet. On a fouillé. On me demandait de faire ça. J'avais dit oui, OK. Je ne voulais pas alarmer parce qu'on me disait, bon, l'alarmiste, le parano, non. C'est effectivement ce 3e secret qui est l'intervention divine, miraculeuse d'une certaine dame en blanc et en bleu qui est apparue à Fatima, et c'est le 7e, et c'est documenté. Est-ce que le Québec va vivre ces événements-là? Oui, le Québec va le vivre, parce que Montréal est une ville mariale, ville Mont-Royal, ville-Marie, évidemment. Le Québec, par le drapeau du fleur de lys et de la croix, c'est un symbole marial et aussi un symbole royaliste. C'est la couleur bleu et blanc de la Vierge. Alors, on va vivre ces événements-là et j'espère que les Québécois ou les gens qui nous écoutent, les internautes, vont réfléchir à la question. Nous ne faisons pas partie d'un groupe religieux. Nous ne sommes pas une secte eschatologique qui prône la fin des temps, la fin du monde. Nous ne sommes pas dans un groupe d'extrême droite ou non, nous sommes des libres penseurs, des gens qui ont le courage, à défaut de suivre les médias officiels, qui remettent en question, qui relativisent ou qui se moquent complètement de ce discours-là, qui n'ont pas le courage parce que ils veulent vendre leur journal, alors ces sujets-là ne se vendent pas. Puis deuxièmement, je ne veux pas être méchant, mais nos journalistes, nos chroniqueurs et nos penseurs de masse au Québec sont des parfaits incultes et à la limite au niveau des illettrés, je ne voulais pas dire des imbéciles,
parce que je respecte quand même le travail journalistique, mais des illettrés qui ne se sont jamais penchés sur ce discours-là et sur l'histoire du Québec avec la fleur de lys, avec le drapeau, avec les royalistes, avec ce qui s'est passé en Nouvelle-France. On va vivre l'anniversaire de Montréal. Euh, L'histoire du Québec est le garant de l'avenir. Ceux qui n'ont pas compris ça, le passé, ben, on est rendu là. Ce qu'on veut fêter à Montréal, Montréal est une belle ville à comparer à d'autres villes aux États-Unis, en Europe, mais c'est pas facile, Montréal, pour ceux qui y vivent comme moi et d'autres. Mais le problème, on est sur une île, et cette île-là, elle est consacrée. Cette île-là a des connexions ésotériques et occultes. Il y a un magnétisme sur l'île, même aussi dans la région de Québec. Il y a une autre histoire à Québec. Et n'oubliez pas que l'Amérique du Nord nous appartenait à une certaine époque. Vous voulez faire l'indépendance du Québec? Reprenez les anciennes colonies américaines. Hein? C'est ça que je dis à des souveraineux, parce que j'ai des grandes prises de bec avec des certains souverainistes qui croient encore à l'opium du peuple. Karl Marx disait l'opium du peuple, c'est la religion, mais l'opium du peuple au Québec, c'est la souveraineté. Oh non, oui, vous n'aurez pas votre souveraineté avec les bons républicains maçons qu'on a actuellement. Ça va devenir d'ailleurs au niveau de l'astral. Ça va devenir dans une autre dimension. Pour l'instant, j'aimerais ça, devenir indépendant. Mais peut-être reprendrons-nous un jour nos anciennes coloniales américaines jusqu'en Nouvelle-Orléans, même jusqu'au Mexique, même l'Amérique au complet. Est-ce que les Canadiens français royalistes monarchistes ou ceux qui sont partis dans des petits bateaux, les Normands, les Bretons, vont dire « Wow, minute, est-ce que c'était ça? » Oui, peut-être. Est-ce qu'il y avait une conquête religieuse? Oui, il y en avait une. Mais il y a eu la Révolution française qui a coupé la tête du roi. Il y a eu la Révolution américaine, qu'on va faire une émission spéciale là-dessus. La Révolution américaine avait pour but de se détacher de la colonie anglaise, mais la Révolution américaine a aussi créé ce qu'on appelle le mouvement des patriotes au Québec, qui est des républicains, des francs-maçons, qui avait comme but d'intégrer une partie du Québec dans les colonies américaines. Alors, il y a ça aussi. Alors, je sais qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui se mangent les doigts en se disant « Non, non, on ne veut pas parler de ça. » Mais on a eu 2 échecs au niveau du référendum. Le sauveur qu'on appelait René Lévesque n'est plus. M. Parizeau n'est plus. M. Lisée ne semble pas être capable d'avoir la proportion qu'on a. Puis c'est quand même une bonne personne. Mais malheureusement, ça va prendre quoi pour raviver la flamme du Québécois? Un événement en France, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Vampiros, le vampire? Oui? Est-ce que ça va... Est-ce qu'une 3e guerre mondiale qui va avoir lieu en Europe, qu'on appelle l'invasion du monde arabe, comme dans certaines prophéties prophétisent, il y aura une invasion sur la France avec la Russie, la Chine et tout le monde islamique? Oui, ça se peut. Est-ce que le Québec va être une terre de protection pour ceux qui vont vouloir venir? Oui. Madame Le Pen est venue. Est-ce qu'elle a trouvé que nous avions des belles terres, que les Québécois étaient du bon monde? Oui, effectivement. Est-ce que les troubles qui vont commencer aux États-Unis par une guerre de sécession, qu'on appelle une guerre civile, va avoir lieu? Oui, ça va avoir lieu. Je le sens. Est-ce que c'est le but qu'on va atteindre aux États-Unis, de créer battez-vous entre vous autres, tapez-vous sa gueule, parce que c'est pas joli. Avec l'accélération de vouloir, dont je vous parle au mois d'avril, d'accélérer la 3e guerre mondiale, ben, je vous le dis, on va accélérer parce que le temps nous manque. Vous avez les 3 secrets, vous avez les 3 enveloppes magiques qui vont bouleverser l'humanité lorsqu'elles vont être déclarées au grand public partout. Et c'est vérifiable et vérifié parce qu'on le sent. Il y a quelqu'un quelque part qui va sortir un lapin de son chapeau et ça risque de faire mal et de vous traumatiser. Alors, Radio Parano vous a livré la marchandise depuis un bon bout de temps, quasiment 1h30, 2 heures. C'était la conférence que j'étais supposé de donner à Longueuil, mais mon manque de temps, je n'avais pas eu le temps. Je salue nos détracteurs, évidemment. Je les souhaite qu'on appelle les auditeurs de la radio clandestine. Ils détestent de nous haïr, mais ils nous écoutent en cachette. Je salue nos fans,
ceux qui nous ont appuyés à Radio Parano, je les salue. Je remercie le Forum des ésotéristes expérimentaux et M. Glenn. Je salue tout le monde et je vous dis surtout, gardez votre sang-froid. Observez les événements en Europe, les élections qui s'en viennent en France. Demandez à vos égrégores, à vos anges, à vos entités, à vos extraterrestres de vous emmener dans des lieux tranquilles, ne pas trop devenir paranoïaque à la limite et d'être inquiet. Rencontrez des gens, discutez entre vous autres de ce qui se passe, parce que c'est en discutant avec les gens qui sont branchés et branchables qu'on peut voir. Éviter cette espèce d'énervement médiatique. Oui, on a la mauvaise habitude de regarder des mauvaises nouvelles, mais bon, il faut quand même regarder quelque part. Ayez un esprit critique envers l'information médiatique et surtout, dormez bien, prenez votre médication, dont M. Vampire semble fatigué après une journée à vaporer une émission. Il semble vouloir entrer dans un catacombe, s'accrocher à son crochet. C'est un vampire. Et oh oui, vous allez avoir... Oh là 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 là, par les deux pattes à part de ça, la tête à l'envers, une vraie chauve-souris. Et moi, je retourne dans mon asile, prendre ma médication. Je retourne prendre ma dose d'électrochoc, évidemment, pour me remettre l'état d'esprit que j'avais avant, l'imbécilité chronique et l'innocence qui m'habitait. Alors, je retourne, je veux écouter le hockey aussi, c'est important le hockey au Québec. Ça me permet alors, je vais écouter la partie du hockey. Et je vous souhaite, à chers amis internautes et auditeurs, auditrices et à nos barbaratifs de la radio, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine émission. Et voilà, vérifiez les dires, vérifiez les dires. Nous vous attendons pour la prochaine et nous vous disons à la bonne franquette et joyeuse parano. Au revoir.